Interaction chaque semaine, une émission interactive, une gestion transparente. Je vous invite à poser toutes vos questions à notre analyste Hubert Tassin et à notre gérant Thomas Louis. On va commencer, messieurs, par l'historique des arbitrages interaction cette semaine. Quels ont été les mouvements? Une observation, on est quand même actif. D'abord, on est actif. Si vous regardez les mouvements depuis le 5 janvier 2015, même interactif. On a pas mal bougé. Les colonnes renforcées allégées prouvent que dans des variations extrêmement importantes, comme on a connu, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est les deux colonnes de droite, on a été obligé soit de prendre des bénéfices, soit de renforcer des idées, parce que c'est bien de vendre, mais il faut savoir acheter aussi autre chose. Donc vous voyez que les deux derniers arbitrages sur allégé sont Orange et groupe Eurotunnel. Eurotunnel pour prendre des bénéfices et Orange également pour prendre des bénéfices, partir sur d'autres idées. On a renforcé Bolloré conformément à ce qu'on avait dit. On avait déjà acheté du Bolloré le 5 mars, on en a racheté un peu et on a acheté du Vicat aussi le 6 mars. Voilà, on bouge beaucoup sur ce portefeuille puisqu'on a vu un changement, on l'a vu de nos objectifs. On est en train de basculer sur du cyclique, semi-cyclique et conso. Ça se voit dans notre gestion. Alors, notre agitateur Hubert, quelles idées cette semaine? Justement, ce qu'il faut essayer, c'est d'être dans ce tournant des portefeuilles pour aller chercher du potentiel. Puisque le potentiel, on ne peut pas se contenter de dire qu'on a raison contre les analystes, même si c'est le cas sur ces valeurs, parce qu'on n'en a évidemment pas honte. Et donc, aller chercher du potentiel. Donc, où est-ce qu'on le trouve, ce potentiel? On le trouve dans les histoires de restructuration d'abord. J'ai déjà parlé souvent d'Alstom, de Publicis, d'Ipsos. C'est des histoires de restructuration. Alors, il n'y a jamais le feu dans les histoires de restructuration, sauf quand ça flambe. Et donc, Thomas dit qu'il faut qu'il y ait un déclencheur de hausse, comme un catalyseur. Oui. Mais ça peut venir à tout moment parce que c'est des vrais dossiers. C'est Alstom. Ce qui va rester d'Alstom est sans doute sous-évalué parce que c'est très compliqué pour les analystes de savoir ce qui reste pas. Publicis, c'est une valeur américaine de publicité, donc c'est donc intéressant, mais il faut penser les plaies d'une fusion ratée, c'est un exemple. Ipsos, donc il y a un des deux fondateurs qui est mort, on a restructuré le capital, c'est la même chose. Ipsos, la question que je me pose encore, même moi qui propose cet investissement, c'est pas cher, c'est est-ce que le métier existe encore? Oui, ça c'est une vraie question, et surtout, là c'est intéressant, Ipsos, on est dans la valeur moyenne, dans le registre des valeurs moyennes. Oui, oui. C'est pas Publicis, c'est pas la même catégorie. C'est pas Publicis. Tout à fait, non. Donc quand on va se concentrer sur des phénomènes comme ça, est-ce qu'elle répond à des critères économiques éligibles, entre guillemets, à notre fonds? Oui, à peu près, mais l'histoire n'est pas glamour. L'histoire est compliquée. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous dites que le métier est mort? Il y a un moment où on va y voir clair, mais c'est vraiment pas cher du tout. Pourquoi vous dites que le métier est mort à cause d'Internet? Oui, Internet a changé complètement le métier des gens qui... Des sondeurs. Des sondeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis Danone, pour savoir si je veux lancer un yaourt, je vais sur Facebook, je dis qu'est-ce qui veut goûter mon yaourt, j'en envoie 10 000 et j'ai tout le travail que facturait Ipsos. Les chances que Thomas n'aime pas les yaourts ou pas Ipsos. L'histoire des yaourts cette semaine, c'est un peu calmé. C'est pas un bon exemple. Ça leur a coûté une fortune de s'entendre sur les prix. Moi, je fais très attention aux ruptures technologiques qu'on est en train de connaître. Et Ipsos est au cœur de ce sujet-là. Est-ce qu'elle est du côté des vainqueurs ou des vaincus? Je suis incapable de le dire au moment où je vous parle. Et je n'ai pas entendu dans la stratégie quelque chose qui me conforte, qui me réconforte plus exactement. C'est un peu compliqué puisqu'il y avait un des deux fondateurs qui était en train de racheter les parts des héritiers de l'autre. Alors donc, c'est pas le moment où on annonce les bonnes nouvelles. Ce que vous êtes en train de dire, Hubert, c'est que c'est assez spéculatif. Voilà, un peu spéculatif. On ne touche pas à Ipsos. Non, pas pour le moment, mais il faut l'avoir dans les radars, à mon avis. Alors après, moi, je pense qu'on est en mode 3, qu'il faudra s'orienter vers des valeurs moyennes en cherchant du potentiel, comme je l'ai dit la semaine dernière, déjà dans ce qui est le stockage et le transport. Donc il y avait Norbert dans Contresangles d'une part et Argan de l'autre. C'est des futures histoires. Alors il faut savoir à quel moment Argan, c'est les entrepôts, Norbert d'Entresangles, les camions. Voilà, à un moment, c'est des histoires où on peut les reprendre. Norbert d'Entresangles, c'est une affaire qui a changé de taille, tout simplement. Et qui roule sur les routes américaines de plus en plus. Oui, le grand ND que vous voyez sur les autoroutes. Oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le contenu financier de ces entreprises, puisqu'elles dépendent énormément de la baisse des taux. Dans le cadre de Norbert d'Entresangles, en plus du prix de l'énergie, donc des résultats qui vont être au rendez-vous, c'est assez impressionnant. Est-ce que c'est pas trop tard pour nous sur Norbert d'Entresangles? Il faut voir. Je le crains. Sur Argan, encore une fois, c'est un titre sur lequel on a du mal à avoir
plusieurs avis d'analystes et je ne voudrais pas avoir raison. D'accord. Je propose qu'on revoie le portefeuille Hubert. Qu'est-ce que vous aimeriez alléger dans ce portefeuille interaction? Alors, il faut savoir qu'il y a eu des très bonnes performances, qu'on ne peut pas être, schizophrène, il ne faut pas acheter et vendre tout le temps, ne serait-ce que pour les frais dont parlait Thomas. Donc le but n'est pas celui-là. Encore une fois, les télécoms, c'est un peu la fin du re-rating, mais il peut y encore avoir des histoires, donc ça j'aurais tendance à alléger. Je m'interroge sur AXA, sur Allianz, même si cette semaine, Generali a publié des résultats qui étaient en perte pour des raisons de provision, mais qui ont été très bien accueillis, avec une hausse du dividende. On voit comme c'est un secteur qui est bien orienté. La seule peur qu'on a, on a déjà parlé, c'est l'assurance vie. C'est est-ce qu'il y a des possibilités de perte dans l'assurance vie? Chez Allianz, chez AXA, les réglementations ne sont jamais les mêmes suivant les pays, donc on n'y comprend pas toujours grand-chose. Ce n'est pas un gros risque, mais je me demande si ce n'est pas par là qu'il faut faire attention. Alors, dernier point, c'est un point d'actualité. On a pris de l'Infineon, ça a plutôt pas mal marché. Intel a un peu secoué tout le marché des semi-conducteurs cette semaine en annonçant une baisse de 700 millions de dollars, je crois, de sa prévision de chiffre d'affaires au premier trimestre. Alors, c'est très compliqué, là, j'avoue, de comprendre. Intel a expliqué que c'était parce que les gens faisaient plus du Windows machin que du je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous en pensez d'Infineon? Moi, je reste sur Infineon. Non pas seulement pour son retard. Le catalyseur, c'est qu'on rentre dans un cycle dans la zone Europe, dans laquelle est bien positionné Infineon, sur pas mal de niches, contrairement à Intel, qui est conditionné à la réussite de Windows, donc de Microsoft. Donc le profil d'Infineon me plaît beaucoup plus. Dans le cycle, puisqu'on a décidé dans un des thèmes de s'inscrire dans le cycle, Infineon est un des bons candidats à cela. On a 2%. On a 2%. Ça a plutôt bien résisté à la baisse d'Intel. Bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors dernière question, mais c'est des questions que je pose extrêmement régulièrement. Non, je vais parler d'Iberdrola. C'est compliqué. Les services de collectivité, c'est pas le truc le plus simple, c'est pas le plus porteur. Alors c'est extrêmement sécuritaire. Et bon, l'Espagne, il faut trouver un moyen de jouer l'Espagne. Mais et la baisse des taux aussi. Je me demande, oui, mais c'est assez joué ça quand même. Et moi, j'aurais tendance à alléger, mais c'est la dernière qui nous reste. Hein. En même temps, c'est la dernière des utilities qu'on a en stock. Elle fait partie de ces valeurs qu'on prend en Espagne. Pour récupérer une décote qu'elles ont encore, comme on l'a récupéré en France à un moment sur EDF et GDF. On pense que techniquement, on va pouvoir le récupérer, on ne voudrait pas s'en priver, surtout dans un contexte où on a des objectifs de cours sur des valeurs qui sont compris entre 7 et 8, 9, 10%. Celle-là, on est plutôt à 20. J'aimerais bien qu'on aille chercher ce potentiel-là, pour être tout à fait précis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées que vous regardez en ce moment, Hubert? Avant l'émission, vous avez évoqué Burel, par exemple, qui est la holding qui contrôle Plastic Omnium. Voilà, on a déjà du Forestia. Alors Forestia, ce qui est amusant cette semaine, si on regarde les publications des analystes financiers, il y en a qui ont dit que c'était très bien, il y en a qui ont dit qu'il fallait vendre. Donc c'est bon signe, hein, c'est qu'il y a discussion. On a du Forestia, on a du Valeo. On est présent dans ce secteur. Plastic Omnium, c'est une pépite aussi. Hein, c'est pas... Et Burel, qui est une valeur certes moyenne, mais c'est une valeur moyenne qui est en fait du Plastic Omnium à moitié prix. C'est très clair. La décote dépasse 50. Mais elle va pas historiquement, disparaître. elle est plus près de 30 que de 50. Mais elle voilà. va pas disparaître. Oui, elle peut remonter à moins 30. Ce qui s'est passé, c'est que Plastic Omnium a baissé à l'automne. Et la remontée n'a pas été suivie par la holding qui contrôle. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une inefficience de marché, là. Toujours, pour l'instant. Toujours. Mais on le voit sur les holdings, toutes les holdings en règle générale. On l'a vu sur Bolloré récemment. Donc il faut aller sur les holdings. Et même une valeur que j'aime pas, qui est la Gardère, décote assez sensiblement. À chaque fois, il faut aller sur le holding quand on n'est pas loin, quand on n'a plus trop d'idées. Voilà. Donc pour l'instant, on a encore quelques idées qu'on garde en portefeuille. Il faudra qu'on les regarde. C'est une holding très pure. Oui. Ils possèdent leur siège, un peu de capital risque, mais ils possèdent quasiment uniquement Plastic Omnium. Voilà, exactement. Donc,
assez défensif, pas très industriel quand même. Enfin, ça dépend simplement de sa dans de les sa holdings, donc Fimala qui a annoncé sa sortie totale de Fitch et donc présente une très forte décote. Mais c'est normal, toutes ces holdings qui se sont endettés au moment où ça allait mal, quand ça va bien, ils ont tendance à extérioriser le bénéfice, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est ça la question, ce qui n'est pas la question ni pour Burrell ni pour les holdings de Bolloré. Est-ce qu'on fait quelque chose cette semaine? Non. Est-ce qu'on a prévu de toucher à ce portefeuille? Non, on n'y touche pas pour l'instant. Ça va être une semaine encore de résultats. Donc on va confirmer ou infirmer nos paris, mais on va pouvoir les constater. Regardez si le potentiel change sur les valeurs, les révisions des analystes. Ça, c'est un indicateur que je regarde en ce moment beaucoup. Vraiment, ces révisions, on a pu le voir tout à l'heure dans le potentiel, elles sont vraiment en cours. On est en train, d'analyser beaucoup les révisions par secteur et par nature, enfin par nature d'abord et par secteur ensuite. On voit que sur Conso et tous les titres cycliques, on a des grosses révisions, c'est assez impressionnant. Donc l'orientation qu'on a donnée au fond, on a pris un bout de la tendance, on va peut-être la confirmer dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Est-ce que c'est pas trop tard d'attendre les révisions des analystes? Est-ce qu'on n'arrive pas après la bataille? Parce qu'eux souvent arrivent après la bataille. C'est-à-dire qu'ils disent, bon voilà, on revoit l'objectif de cours quand l'action est déjà remontée à ce... Oui, enfin, imaginez qu'on peut acheter à chaque fois au point bas. Moi, je crois beaucoup plus aux catalyseurs. L'analyste constate la même chose que nous. Il analyse par définition. On peut le constater avant. Parce que si on a un portefeuille sur lequel le potentiel des analystes est aussi faible, c'est que nous, on pense que le potentiel est plus élevé. Il faut pas exagérer. On est en avance. On pourrait être plus en avance, mais on est en avance là-dessus. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose sur la conso et il se passe éventuellement quelque chose sur le crédit. Y compris en France, parce que... Surtout en France. Pour discuter avec des distributeurs, c'est pas ce qu'ils voient encore dans les chiffres, tout ça. Oui, non, moi, je pense que encore une fois, la France, on va peanuts, s'attendre comme d'habitude. Un portefeuille comme celui-ci. Voilà, exactement. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet pour moi. Les entreprises avec lesquelles on bosse, Dieu merci, n'ont pas attendu de regarder, de savoir si la France tournait autour du Soleil ou le Soleil autour de la France. Donc ça tombe plutôt bien qu'on ait une diversification géographique importante. On ne touche à rien cette semaine, vous l'avez compris, mais on reste toujours l'arme au pied. C'est le métier du gérant. S'il se passait quelque chose pendant la semaine, vous pourriez réagir dans un sens ou dans l'autre. Il se passe toujours des choses. C'est sûr, mais voilà, le but, c'est de faire le point de façon hebdomadaire, de façon interactive. Merci, messieurs. Merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine, 12h30, pour un nouvel épisode d'Interaction.